France Bleu Héros et Midi Libre, retransmis sur l'antenne de France Bleu Héros, également en Facebook Live sur nos pages respectives pour l'animer. Caroline Frolic, chef d'agence Midi Libre 7, à mes côtés, moi-même, avec les 6 candidats ici présents, que l'on va vous présenter tour à tour par ordre alphabétique, sans tarder. Je commence avec vous, Véronique, qui a 60 ans, vous êtes enseignante, directrice d'école, à la tête de la liste alternative citoise, soutenue par le PCF, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, Place Publique et des collectifs citoyens. Vous avez déjà été candidate en 2001, 2006, 2014 avec François Liberty, 2014, depuis 2014, vous êtes conseillère d'opposition à la mairie et à l'aglo, et vice-présidente du conseil départemental de Lyon. François Comène, vous avez 70 ans, question, PDG de la politique Sainte-Thérèse. Votre liste, 7 comme au premier jour, est sans étiquette, mais vous êtes soutenu par les Républicains et par la République En Marche. Vous êtes maire de 7 depuis 2001, vous vouliez donc un 4e mandat. Vous avez aussi été sénateur de l'Hérault de 2014 à 2017. Vous êtes président de la communauté d'agglomération du bassin de Faux et en 2003, et depuis 2014 et sa création, président de cette agropole Méditerranée. À votre tour, Sébastien Denaja, 40 ans, maître de conférences en droit public, socialiste. Votre liste, vivement 7 demain, est citoyenne, soutenue par le PS, les radicaux de gauche, Génération écologique, Hébert Musquina et Carole Belga. Vous êtes conseiller municipal d'opposition depuis 2014, ancien député de 7, de 2012 à 2017, membre du Haut Comité à l'égalité entre les femmes et les hommes de 2016 à 2019. Vous avez été rapporteur également de 2 projets de loi importants, celui relatif à l'égalité entre les femmes et les hommes et la loi 522 relative à la transparence, la lutte contre la corruption et la modernisation de la vie économique. Wendy Llanos, vous avez 65 ans, vous êtes médecin généraliste, médecin du sport également. Vous êtes encarté à l'UDI et votre liste, 7 Notre Ville, est une liste que parmi les vous êtes élu municipal depuis assez longtemps. Vous aussi, vous avez fait 2 mandats dans l'équipe d'Yves Marchand, qui était maire de 7 de 1983 à 1996. Et aujourd'hui, vous êtes l'ancien premier adjoint de François Comène. Vous étiez dans son équipe lors du 3e mandat et vous avez démissionné à l'automne 2010. William Nicolas, 72 ans, chef d'entreprise. Votre liste est une ville des vies, se dit liste citoyenne. Vous êtes un marcheur de la première heure à 7, mais en dissidence dans cette campagne. Et vous êtes resté malgré les désaccords suppléant du député La République En Marche de 7, Christophe Zé. Sébastien, vous avez 46 ans. Vous êtes le directeur commercial dans une entreprise de conseil en immobilier, financement, placement, défiscalisation, assurance. Votre liste, Génie 7, vous appartient, est soutenue par le Rassemblement National, le Parti chrétien-démocrate, Devenir la France, et également par le maire de Béziers, Robert Ménard. Vous-même êtes un ancien adjoint au maire de 7 également, comme Wendy Llanos. Vous avez démissionné en novembre 2019, à un peu moins de 4 mois de l'élection, pour vous présenter. Et vous êtes également l'ancien président de la Fédération des Républicains de l'Hérault, où vous avez démissionné en même temps qu'à la mairie. Alors comment on s'organise ce soir? Eh bien, le débat va se dérouler en 3 temps, 3 thématiques qui vous ont été communiquées: le logement, les questions de réhabilitation, de construction, comment loger les Sétois décemment, l'emploi et l'économie, quel développement pour la ville de 7, et enfin environnement et mobilité, la place de la voiture notamment, la qualité de l'air. Attention, ça veut dire en moyenne 2 minutes par candidat environ, ça passe très vite. On vous interroge de sorte que chacun prenne la parole de manière équitable. Vous pouvez intervenir, évidemment, c'est un débat, ce n'est pas seulement une exposition d'idées pour réagir aux propos des uns et des autres, pour autant que le débat reste audible. On va commencer avec la première thématique, Caroline, le logement. Le logement, excusez-moi. Je voudrais juste préciser, vous avez annoncé que j'étais suppléant de député, que je n'avais pas démissionné. En fait, suppléant n'est pas un statut et je ne peux pas démissionner malgré le désaccord, quoi que je puisse faire. Merci. Alors, parlons logement, puisque à 7, nous avons la nécessité de construire des logements, ne serait-ce que pour accueillir les gens qui quittent leur gens, ce genre de choses. Et on est dans une ville où il y a actuellement beaucoup de construction. On sait que ça peut parler. Il y a des gens qui il y a des gens qui trouvent qu'il est nécessaire de construire justement pour accueillir tout le monde.
parfois justement les plus modestes n'arrivent pas à se loger parce que l'offre est limitée ou jugée trop chère. Que proposez-vous pour faire face à cette situation? Sébastien Benaja, c'est vous qui ouvrez le débat. Bonsoir à tous, merci. Et moi, la question du logement, je la crois essentielle. Je voudrais commencer à parler d'abord du logement social. Moi-même, j'ai grandi en HLM, dans ceux de la rue Daniel, où ça me dit que la première chose, dans son style un peu télégraphique et rapide, c'est garantir la justice, la transparence dans l'attribution des logements sociaux, ce qui supposera de suivre 100% des recommandations émises récemment par la Chambre régionale des comptes. Deuxièmement, c'est concentrer les moyens publics sur les 2500 logements dégradés, voire insalubres, de nos quartiers visés par la politique de la ville et faire un travail sur la performance énergétique de ces logements notamment. Je crois aussi qu'on peut développer des solutions innovantes. Nous, dans le programme, on développe des idées autour, par exemple, de la colocation intergénérationnelle, de l'habitat participatif. Bref, il y a des choses qui se font dans certaines grandes métropoles qui peuvent être faites chez nous. Je pense aussi au logement des seniors. Je pense qu'à 7, on a besoin d'une résidence senior sociale. Parce que nous avons beaucoup de résidences seniors qui ont des tarifs relativement élevés. On a un EHPAD, celui des Pergolines, mais pour des seniors encore actifs, on peut trouver des solutions intermédiaires. Je précise d'ailleurs que je me battrai pour que l'établissement des Pergolines ne soit pas déménagé hors de la ville de Sète. Et je termine par deux propositions simples. Un bilan logement aussi, comme par exemple c'est proposé à Paris, dès 70 ans, pour faire l'état des lieux du logement, pour voir quels travaux peuvent être faits pour bien vieillir dans ce logement. Et enfin, j'aurais peut-être dû d'ailleurs commencer par là, l'idée d'un grand plan, un toit pour tous, pour ceux qui sont les plus démunis et les plus en fragilité. Est-ce qu'on réhabilite? Est-ce qu'on construit? Sébastien Pacul, la parole est à vous. Réhabiliter, bien sûr, puisqu'on a beaucoup de logements vacants encore en centre-ville, et c'est une nécessité, puisque Sète n'est pas une ressource foncière énorme, puisque nous sommes contraints par la mer et par les temps. Aujourd'hui, dire qu'il faut construire encore plus, pour moi, ça ne fonctionne pas, puisque si vous allez sur le bon point, vous regardez aujourd'hui, il y a 1108 appartements à vendre. Il y a 254 annonces de location. Tout le challenge, c'est de faire en sorte que les jeunes Sétois, lorsqu'ils commencent à travailler, puissent se loger. Parce qu'ils partent. Dès qu'ils gagnent un peu d'argent, ils partent. C'est le cas de beaucoup d'employés de mairie, par exemple. Peut-être parce qu'il y a une inadéquation, en fait. Il y a une adéquation entre l'offre et le prix. C'est-à-dire qu'il faut faire une analyse de la pertinence du parc par rapport à sa typologie, type 2, type 3, type 4, trop de type 2 sont construits aujourd'hui, et d'autre part du prix par rapport au revenu. Et c'est là qu'il faut faire rentrer la notion de logement à l'accession aidée pour que les jeunes Sétois puissent acheter low cost, on va dire, mais ne puissent pas revendre avec de la plus-value. Enfin, il faut pouvoir aussi faire une mixité dans l'île de taux et faire une analyse complète du parc HLM pour savoir s'il correspond à la demande. Et enfin, il faut aussi s'occuper des seniors qui sont de plus en plus seuls, notamment des dames, suite au divorce, et là, créer des maisons pour les seniors et créer des logements spécifiques là-dessus, sur cette. Et que l'on finance comment? Pardon? Que l'on finance comment? Programme Alors, privé. vous avez le privé qui peut très bien financer des résidences seniors, d'accord? Et ensuite, vous avez certaines aides qui se font. Les résidences seniors, vous avez l'exemple en 7 avec le Witis, ça fonctionne pas mal. Et puis après, il peut y avoir un aspect social pour les gens qui ont moins de ressources. La parole est à monsieur Yann Osriki-Yann, nous savons. Je ne m'attendais pas à ce soir. Bonsoir à tous. Effectivement, il se dit déjà pas mal de choses sur le logement. Effectivement, vous dites vous-même qu'il y a beaucoup de demandes, mais qu'il y a énormément de constructions, et on a l'impression qu'il y a une adéquation entre les constructions et le logement. Il faut savoir qu'actuellement, il y a des programmes qui sont en cours. Il y a environ depuis 3 ans 1500 logements qui ont été livrés en cours de livraison sur les boulevards ouest et nord. Et il y a des projets sur 4000 logements sur le SAC ouest. Alors oui, mais on parle de logement. Et ces projets sont essentiellement des projets Pinel, apparemment, des projets en défiscalisation qui, je ne pense pas que le problème de ces toits soit actuellement dans la défiscalisation. Et même donc pour l'achat, et ces personnes qui achètent en défiscalisation quand elles louent un Pinel, le prix est trop élevé pour le revenu moyen de ces toits. Un Pinel en 7 de 60 mètres, c'est 680 €, avec les charges, ça fait 750. Le revenu moyen de ces toits est de 1460 € par foyer fiscal. Donc, effectivement, je pense qu'on est en train de faire une offre qui ne correspond pas du tout à une demande, et même si on construit encore comme ça et qu'on ajoute des logements comme ça, on ne résoudra pas le problème de ces toits qui ne peuvent pas se loger. Sébastien Denaja et Sébastien Pacul l'ont bien dit. Si on fait ces 6000 logements, on va faire 1500 logements sociaux auxquels pourront, disons, prétendre ces toits. On a 2500 à 2800 logements en ville qui sont vacants, sur lesquels on pourrait mettre des fonds et réaménager. Il y a des aides pour ça, la rue, etc.
Et on pourrait donc, en respectant l'architecture, en respectant la mixité, parce qu'ils sont en plein ville, on éviterait des constructions en bas, on limiterait les inconvénients polluants et on répondra à la demande des citoyens. Est-ce que ça suffit de travailler sur l'existant? Écoutez, on est en train de programmer 6 000 logements pour avoir 1 500 logements sociaux. Les 4 500 seront hors de portée des Sétois. Et 1 500 logements sociaux, c'est ce qui pourrait correspondre éventuellement à la demande des Sétois. On en a 2007 à 2008 en ville qui sont vacants. Je pense que tout n'est pas habilitable, mais je pense qu'on peut faire quelque chose, se tourner sur ce patrimoine en premier. On va poursuivre sur cette question du logement juste après une pause. La saison du puisque nous sommes dans cette société jusqu'à 20h, le débat qui se poursuit donc en direct du théâtre de la mer à 7 où l'on retrouve Marie-Ciel. 19h15, dans ce débat spécial municipal à 7, Mille Livres et France de Héros qui interroge les 6 têtes de liste déclarées. On continue sur la question du logement. Alors Madame Kayeva, pour vous, est-ce qu'il faut construire ou arrêter de construire? D'abord, il faut faire un constat que les gens sont insatisfaits, c'est trop cher, il y a trop de béton. On a une projection de 4 000 logements en plus d'ici 2030 par rapport au SCOT. Il faut se poser ces questions par rapport aux problèmes de l'environnement, problèmes que ça peut poser en termes de déplacement, de stationnement, de réduction d'eau. Là, on a appris que le nombre de logements avait augmenté, mais la population avait baissé, ce qui veut dire quand même que, au-delà des 2654 logements vacants sur l'ensemble des nouvelles promotions immobilières qui ont été proposées, il y a 57% des logements qui partent à la résidence secondaire et à la location sur plateforme. Donc ça, il nous faut trouver le moyen de l'arrêter parce que ce genre de production immobilière, ça fait monter les prix, ça favorise la spéculation immobilière et ça bloque la mixité sociale. Donc pour nous, il faut loger, continuer à construire et réhabiliter, mais pour ceux qui en ont vraiment besoin. Notre première proposition, c'est de réhabiliter la ville sur la ville. Les quartiers anciens sont très très dégradés. Le rythme de travail sur ces quartiers ne va pas assez vite. Il faut mobiliser vraiment Taux Habitat, la SAELID et trouver des fonds. Et surtout, proposer aux gens et rassurer les gens qui habitent dans ces quartiers-là pour qu'ils soient maintenus après réhabilitation, qu'ils soient maintenus, qu'ils puissent revenir dans leur logement. Parce qu'actuellement, ce n'est pas tout à fait ça. La deuxième grande chose, c'est qu'il y a quand même 2500 demandes de logements sociaux, de logement social, et que nous devons augmenter la production de logement social. Alors on ne fait plus de logement social comme on le faisait dans les années, il y a 50 ans, heureusement, mais il nous faut multiplier des îlots en centre-ville pour accueillir et répondre absolument à la demande. Nous devons, dès que nous sommes élus, il faut remettre à plat tous les permis de construire. Là aussi, c'est un vrai problème par rapport à ça, et il y en a qui nous attendent. Et adapter le SCOT et le PLU à la transition écologique et à tous les problèmes liés au climat. Et nous avons des outils aussi possibles pour aider les gens à se loger. Nous pouvons instaurer un permis de louer
C'est-à-dire que la mairie, avant chaque location, donne un permis, ça se fait dans plein de villes, et ça permet de lutter contre l'habitat indigne, parce qu'il y en a dans le centre-ville. On peut avoir une agence immobilière à vocation sociale pour sécuriser les propriétaires et permettre aux familles à revenus modestes de trouver du logement. Et on peut aussi créer un organisme foncier solidaire qui différencie le bâti du foncier et qui permet l'accession à la propriété de familles modestes. Et bien évidemment, il faut travailler énormément sur l'aide à la rénovation thermique, mais je crois que nous y reviendrons et nous pouvons être des gestionnaires de la ville bienveillants. Alors, deux précisions par rapport à ce que Mme Cagaba vient de dire. Pour vous donner les chiffres de l'INSEE, pour les gens qui ne connaissent pas bien à 7, il y a 78,8% de résidences principales tout de même, et 6667 logements secondaires. Et pour ce qui est du recensement de l'INSEE, effectivement cette année dans le recensement il y a eu une baisse, mais il faut se rappeler que le recensement est partiel chaque année et que l'année prochaine ça peut forcément beaucoup augmenter. Donc il faut faire attention avec ces chiffres. Mais moi je me suis basée sur les chiffres du SCOT qui a été publié et il y avait actuellement le transport. William Nicolas, qu'est-ce que vous répondez à ces choix qui disent aujourd'hui on arrive plus à se loger, mais ce qui se construit ne nous est pas forcément destiné? Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Alors ce que je réponds c'est toi, mais c'est un vieux problème, parce que si je reprends les débats qui ont eu lieu en 2014, ce problème est déjà sur la table. Il y a eu beaucoup de promesses de faites, et aujourd'hui on fait le même constat. Donc, quel constat? On ne peut pas se loger on ne peut pas se loger, à 7. tout à fait, absolument, oui, nos enfants ne peuvent pas se loger à 7. C'est un vieux constat. Donc rien n'a été fait, en tout cas les solutions qui ont été proposées ne sont pas pertinentes. En revanche, lorsqu'on se promène dans la centre-ville, on voit des tas d'appartements, donc 2000, 2500 peut-être, 2500 globalement, qui sont vétustes ou abandonnés. Il ne nous semble pas normal qu'on se construise à l'extérieur de la ville en abandonnant notre centre-ville. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que les commerces du centre-ville sont abandonnés également. La permanence est installée dans la rue Jean Jaurès. Il y a 13 locaux commerciaux, il y en a 8 de fermés. C'est le constat. C'est le constat, bien entendu. Comment on finance des rénovations, comment on incite des propriétaires à rénover? Bien sûr, et d'autant plus que lorsqu'on construit des grands immeubles à l'extérieur, peu importe, ce ne sont pas des entreprises sétoises qui travaillent. Lorsqu'on rénove, en revanche, on peut faire appel à la main-d'œuvre locale. Et on a tout intérêt pour l'économie, pour l'industrie, pour l'artisanat et pour le logement de réhabiliter le centre-ville. C'est majeur pour nous. Donc c'est là que se trouve l'aide de logement pour loger la population sétoise? 2000 logements sociaux à créer à l'intérieur de la ville. Alors, il y a d'autres sujets qui peuvent être abordés et qui sont abordés dans notre programme, notamment la colocation des personnes isolées, âgées. On a un certain nombre de personnes âgées qui seraient prêtes à partager une chambre ou deux chambres pour des mères célibataires ou pour des personnes en difficulté. Il faut mobiliser le CCAS, c'est ce que nous faisons, afin qu'on aille rechercher ces personnes-là. On a une liste de personnes qui sont en attente de solutions, on doit les mobiliser. François Comène, est-ce que vous avez suffisamment réhabilité l'existant? Écoutez, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Je crois qu'effectivement, notre politique d'un logement pour tous est menée de façon particulièrement active et dynamique. Alors c'est certain, il reste encore des logements à réhabiliter. Lorsqu'on est arrivé en 2001, il y avait 6000 logements qui étaient indignes. Actuellement, il en reste encore 2000 environ, malgré tous les travaux qui ont été réalisés, les investissements, 1 million par an de la ville a mis pour réhabiliter tous ces immeubles. Et par exemple, William Nicolas parlait de logements vides à côté de sa permanence. Il ne sait peut-être pas que ces immeubles ils sont déjà préemptés par la scène de la ville, justement pour les réhabiliter. Et ça prend un certain temps. Vous savez, quand vous avez à réhabiliter un immeuble où il y a 7 propriétaires différents, 3 propriétaires bailleurs, et... Ça prend du temps. Sur le dernier mandat, vous avez réhabilité dans le centre-ville combien de logements à peu près? 800 et ce sont des chiffres quand même importants numériquement, mais ça prend un certain temps, ne serait-ce que pour pouvoir faire des opérations de tiroir, c'est-à-dire les habitants qui sont dans ces logements dits indignes, il faut les mettre ailleurs, dans des logements dits sociaux, pour pouvoir réaliser les travaux, le temps d'avoir la maîtrise foncière de la totalité. Ensuite, ce qu'il y a, c'est que nous, dès 2001, on a imposé à tous les opérateurs immobiliers
l'obligation de réaliser 20% de logements sociaux, alors que la loi n'obligeait pas encore. Là maintenant, on est en train d'imposer 20 à 30% de logements sociaux dans toute opération, plus 20 à 30% de logements réservés pour l'accession à la propriété, donc il ne reste plus que 40 à 50% uniquement pour les propriétaires qui veulent faire des investissements. Donc ça, c'est une volonté politique forte, et là aussi, on est contraint aussi par des règles. Madame Kayuba évoquait le SCOT, évoquait le PLU, évoquait les révisions auxquelles on va être amené à porter des retouches, soit sur le SCOT que sur le PLU, bien évidemment, puisqu'il va falloir tenir compte du PLH que nous avons voté. Madame Kaliba l'a voté, elle aussi, au Conseil communautaire le mois dernier, d'une façon unanime à l'échelle de l'intercommunalité. Tout ça, il va falloir que le PLU se mette en conformité, parce qu'il n'y a pas que sur 7 qu'il doit y avoir des logements sociaux, il doit y en avoir un peu de partout, et rien que sur 7, pour une population identique, il faut construire minimum 250 logements par an. Ça, c'est la base. À partir de ce moment-là, si on veut améliorer l'attractivité de notre territoire, si on veut créer des logements pour nos jeunes qui souhaitent des cohabiter ou des couples qui se recomposent, il faut un petit peu plus, donc il faut minimum 300 logements par an. Alors, toujours sur le logement, on va passer à un dossier sensible, toujours le logement. Tout à fait. Alors, Monsieur Llanos, vous avez commencé à l'aborder. C'est celui du quartier de l'entrée est de la ville de Sète, qui fait débat, qui est un projet sur le long terme. Donc, pour vous, quelle est votre position précisément? Le projet du quartier de l'entrée est, c'est un quartier qui est en fait constitué de deux axes. Il y a des axes est-nord et des axes est-sud. C'est un quartier dans la ZAC est-nord, il est prévu 1900 à 2100 logements, sur 155 mm² de plancher. Sur la ZAC est-sud, il est prévu 1500 à 1800 logements, sur 110 mm² de plancher. Ce qui correspond à peu près donc à 3650 logements, soit 4000 véhicules, soit 8000 personnes. Imaginez-vous l'impact, ça serait le quartier de très loin le plus important de la ville, bien plus important que le Château-Vert ou que l'île de Thau, qui ne correspond, comme nous venons tous de le dire, à absolument aucune demande. C'est une offre sur le marché, ça correspond absolument à rien. On vient de dire à l'instant qu'il fallait construire à peu près 250 logements par an, on parle de 4000 logements, et c'est acté, c'est le conseil municipal de la ville. Non, justement, écoutez, la population de la ville de Sète, au recensement de 1974 était de 40 500 habitants. Au recensement de 2017 était de 44 000 et elle est en train de baisser. Donc on n'a aucune raison de faire une proposition pour 8 000 personnes. Ça fait 150 ans ou presque 200 ans de proposition de logement. Deuxièmement, cette zone, ce quartier est, à mon avis, c'est un quartier qu'il faut garder pour avoir une réserve foncière économique. C'est un quartier qui actuellement, on l'abordera tout à l'heure, Sète est une ville, on en a déjà parlé, où les revenus par foyer fiscal sont très bas parce qu'il y a énormément de demandeurs d'emploi et on a peu d'offres d'emploi. Donc ce quartier, il faut que ce soit une réserve foncière pour développer l'activité économique. Donc moi, le quartier Est, pour moi, ça ne sera pas un quartier d'habitation, il n'y a aucune raison. On n'a pas besoin de faire. On a une demande, on n'est pas là pour faire une offre. Donc ce quartier sera un quartier essentiellement pour attirer de l'industrie avec des nouvelles technologies propres, l'intelligence artificielle, si vous voulez, des plateformes, des centres d'appel, etc. Et puis c'est un quartier où il faut développer du tourisme d'affaires. C'est un quartier où il faut mettre le balai complet, où il faut mettre, disons, de l'hôtellerie d'affaires. Ensuite, c'est un quartier où, moi personnellement, et on s'y était engagé déjà en 2014, ça fait partie des problèmes récurrents de cette ville, je suis immensément impliqué dans l'accueil d'étudiants et je crois que ce serait un des moyens de redynamiser un peu notre ville. Vous savez, on a une ville voisine à Montpellier où un habitant sur 4 est étudiant. Regardez un peu l'activité, les gens se plaignent souvent du manque d'animation, du manque de vie, etc. Regardez la vie à Montpellier, regardez les commerces et les bars, regardez la rue, vous verrez que les étudiants, c'est une population qui est très, très agréable, très sympathique et qui dynamise la ville. En plus, bien entendu, c'est une réserve humaine, intellectuelle et foncière qui permet d'attirer l'entreprise. Donc de l'activité économique, de l'enseignement, mais plutôt de vocation à accueillir des logements d'habitation. Des logements d'habitation étudiants peut-être, du tourisme d'affaires, de l'hôtellerie d'affaires, mais pas un quartier d'habitation. Véronique, quel débat pour Alternative cette fois-là? Qu'est-ce qu'on fait de cette entrée est de la ville? Cette entrée est de la ville, c'est un espace qui est fragile en termes environnementaux. C'est un espace qu'il nous faut
faut aussi protéger. Et c'est la dernière réserve foncière de la ville. Donc, avec Rudy Llanos l'a très bien expliqué, je suis quand même un peu étonnée parce qu'il a voté pendant de nombreuses années l'aménagement de ce secteur-là, mais bon, quand même le souligner. Cette entrée-là, pour nous, elle doit être liée à l'économique, à l'artisanat et à la recherche. Nous avons besoin de foncier si nous voulons attirer les entreprises pour créer de l'emploi. Nous avons besoin de foncier à leur proposer. Et Dieu sait s'il y a des matières sur lesquelles on peut travailler, puisqu'on a un environnement marin, on a en pleine transition écologique, on est dans une dynamique de recherche pour l'isolation thermique. Donc il peut y avoir très bien à la fois des entreprises, de l'artisanat qui peuvent s'installer là-bas, et aussi des unités de recherche liées à l'université ou à des installations de BTS et UT. On n'a absolument pas de formation autour de tourisme, de l'aménagement à très long terme. Ah oui, bien sûr, mais et de l'aménagement qui prennent en compte la fragilité de cet espace. Il nous faut des formations autour du tourisme, il nous faut des formations autour des énergies, il nous faut aussi des formations autour des sports nautiques. On peut très bien envisager de mettre une partie des STAPS, de l'université du sport, à cet endroit-là. Donc nous avons beaucoup d'autres possibilités que de la construction. Merci Véronique Cohen-Lombard. On va revenir sur la question du logement et de l'entrée est juste après la pause. Pourquoi? Parce qu'il est 19h29, mais promis, on verra bien dans quelques minutes.